Bonjour et bienvenue sur la chaîne J'affiche complet, la chaîne qui aide les loueurs saisonniers, les conciergeries de location saisonnière et les sous-loueurs professionnels à augmenter votre chiffre d'affaires. Aujourd'hui, je suis ravie de vous présenter un invité qui est parti de zéro. Donc son parcours va pouvoir vous parler. Il a eu la rigueur et le soin d'appliquer l'ensemble des formations qu'il a faites. Pas à pas, il a eu le courage de passer à l'action. Il est passé d'un patrimoine de zéro à 8 appartements avec sa RP. Mais il ne s'est pas arrêté là, c'est un hyperactif, il est en CDI, il est aussi chef d'entreprise, il a maintenant sa société de 35 appartements en sous-location et vous allez voir, on va en parler, c'est très intéressant si vous voulez faire de la sous-location. Mais comme ça ne suffisait pas, il a aussi une chaîne YouTube dans laquelle et pour laquelle il aide les loueurs saisonniers qui veulent automatiser leur activité et du coup faire comme lui, être en capacité d'avoir toutes ces activités en même temps, tout en dormant la nuit. Et ça, c'est quand même chouette. Je suis ravie de vous présenter aujourd'hui Nicolas Fatou. Bonjour Nicolas. Bonjour Élise, merci de m'avoir invité sur ta chaîne. Écoute, c'est moi qui suis ravie de t'accueillir. Ça me fait hyper plaisir de te poser toutes ces questions et je pense qu'il y a plein de choses que tu vas nous partager qui vont beaucoup aider les gens. Peut-être pour les gens qui ne te connaîtraient pas, est-ce que tu peux nous parler de ton parcours? Je m'appelle Nicolas, j'ai commencé à investir enfin j'ai commencé à faire de la location courte durée en septembre 2017, j'avais commencé à investir un an plus tôt. Et donc depuis 2017, j'ai investi dans l'immobilier, je fais de la location courte durée et donc j'ai développé mon patrimoine, comme tu le disais, pour avoir 8 appartements plus ma RP, donc 9 biens que j'ai en détention. Et à un moment donné, j'ai été bloqué par les banques et donc j'ai voulu continuer quand même à développer la location courte durée. Je suis donc parti vers la sous-location. Au début, l'idée, c'est d'en faire que quelques-unes et au final, comme tu le disais, j'ai développé tout un business autour de ça. Donc maintenant, je gère plusieurs sous-locations, les miennes, donc j'en ai 20 et puis 15 pour d'autres clients. C'est pour ça donc que j'ai 35 sous-locations dans cette société. Et comme ça suffisait pas, comme tu le disais, en parallèle, comme j'avais beaucoup de personnes qui me posaient des questions, comment tu as fait pour faire tout ça, pour investir autant dans l'immobilier en si peu de temps, comment tu as fait pour créer un business en parallèle de ton activité professionnelle, j'ai créé une chaîne. J'avais commencé en mars 2020 à créer cette chaîne, je l'ai créée pendant le confinement et après pendant 3 4 mois j'avais arrêté et puis là je me suis repris intensément à sortir des vidéos au moins une fois par semaine pour justement expliquer comment j'arrive à automatiser et optimiser l'ensemble de mes locations courte durée pour justement faire toutes ces activités en parallèle tout en profitant de la vie et du temps libre que j'arrive à me créer justement malgré toutes ces activités. Voilà. Oui, parce qu'il faut savoir qu'on était justement en train d'en parler juste avant avec Nicolas. Nicolas revient de vacances. Vous voyez son teint, son joli teint bronzé. Alors que moi, pas du tout, hein. J'ai le teint très blanc. Moi, j'ai accompagné ma famille en vacances et j'ai travaillé pendant toutes les vacances. Mais Nicolas, on voit que sa société est construite pour lui permettre d'avoir du temps. Et vous allez voir, c'est ça qui est très intéressant. Et ton teint bronzé le témoigne. Alors, pour des gens qui découvriraient avec notre interview la sous-location, je vais te poser, Nicolas, la question que j'imagine tous les gens qui ne connaissent pas te posent. La sous-loc, c'est illégal, non? Alors, la sous-location, alors on va dire oui. Et non. La sous-location, elle est illégale si vous prenez un bail d'habitation classique, type loi 89, et que vous faites une sous-location avec ça. Même si vous avez l'accord du propriétaire, vous ne pourrez pas louer au-delà du loyer que vous payez à ce propriétaire. Donc, si vous percevez un loyer supérieur au loyer que vous donnez à votre propriétaire, malgré qu'il ait donné votre accord, là, vous tombez dans l'illégalité. Donc là, effectivement, c'est illégal. Par contre, lorsqu'on parle de sous-location, c'est pour ça que j'aime bien utiliser le terme derrière professionnel, la sous-location professionnelle. On n'utilise pas un bail d'habitation, mais un bail spécifique à la sous-location. Donc quand on utilise ce bail spécifique à la sous-location, on est complètement dans la légalité. Et vous imaginez bien que c'était illégal. J'en parlerai pas devant tout le monde sur YouTube. Et il n'y aurait pas aussi d'autres personnes qui en parlent. Donc effectivement, c'est légal à partir du moment où vous utilisez le bon bail et à partir du moment où vous maîtrisez justement ce bail, parce que l'intérêt de ce bail, c'est après de pouvoir justement l'expliquer
à vos propriétaires, aux propriétaires à qui, que vous allez démarcher pour faire de la sous-location. Parce que comme vous, comme tout le monde, vous allez vous dire: «Bah, c'est illégal». Et ben non, justement, il faudra expliquer pourquoi c'est pas illégal lorsque vous utilisez, ce bail. Donc c'est tout un écosystème qu'il faut créer pour justement ce système devienne légal, heu et c'est complètement légal. En fait, c'est un système qui existe depuis, des décennies, qui s'est démocratisé grâce à la sous-location, mais en fait, depuis des décennies, la sous-location existe. On parle souvent de sous-location sur la location courte durée, mais on peut sous-louer, en fait, tous les biens qu'on le souhaite. Ça peut être un box, ça peut être un appartement pour faire de la colocation, ça peut être un hangar, ça peut être un bien commercial. Donc la sous-location existe depuis, des décennies et c'est tout à fait légal à partir du moment où on utilise les bons instruments. Du coup, toi, tu as fait de la sous-loc à partir du moment où les banques ont commencé à bloquer. Est-ce que tu penses que quelqu'un qui regarde notre vidéo là et qui est intéressé par la sous-loc mais qui n'aurait pas investi en immobilier en amont, tu penses que c'est réaliste pour lui de se lancer en sous-loc ou c'est prématuré? Réaliste. Après, c'est toujours ce qui est vraiment important, c'est de se poser la question du pourquoi. C'est-à-dire, est-ce que mon objectif, c'est de me créer vraiment un patrimoine ou est-ce que mon objectif, c'est de me créer un business? Donc, si mon objectif, c'est de me créer un patrimoine, dans ces cas-là, je dirais à cette personne, si tu as la capacité financière, dans ces cas-là, d'acheter du patrimoine et d'en faire, ben, de l'exploiter, soit en location courte durée ou d'une autre manière, ce bien. Si par contre, l'objectif, c'est, je sais pas, de quitter son emploi, de se créer un business, de créer une société à part entière, dans ces cas-là, je dirais à cette personne d'aller, faire de la sous-location professionnelle, sans aucun problème. Quoi qu'il arrive, créer un système ou un business de sous-location professionnelle, c'est pas compliqué en soi. C'est juste, il faut réfléchir au pourquoi on fait ça. Si c'est juste faire ça parce que c'est la mode et parce que beaucoup de personnes en parlent sur internet, c'est pas l'intérêt. Moi, par exemple, mon intérêt de faire ça au début, c'était, ben, voilà, je commençais à être bloqué par les banques, et je voulais continuer à faire de la location courte durée parce que, ben, voilà, l'ensemble de mes biens étaient déjà en location courte durée. J'avais compris comment ça fonctionnait et je m'étais dit, ben: «Est-ce que j'attends 1 an, 2 ans, 3 ans, que les banques me refinancent ou est-ce que je continue à, développer, mon business de location courte durée?» Moi, j'ai décidé de continuer à le développer en faisant le business de sous-location. Après, si, vous n'êtes pas justement finançable et que justement vous voulez commencer à vous lancer dans la location courte durée, ça peut être effectivement aussi un bon chemin à prendre. Par contre, voilà, je le répète et souvent ce que je dis quand vous êtes investisseur ou entrepreneur, réfléchissez toujours au pourquoi. Pourquoi je pars dans telle ou telle chose, pourquoi je veux faire telle ou telle chose et pour que justement c'est un sens. Et parce qu'il y a des moments, bah, c'est un peu moins facile que d'autres et il faut toujours à ce moment-là, lorsque ça devient difficile, réfléchir au pourquoi on est en train de faire ça, pour pas partir, la tête dans le guidon. Donc si, vous êtes finançable par les banques, je pense que c'est plus important pour moi de créer du patrimoine. Si par contre, votre objectif, c'est de développer un business et pas de créer du patrimoine, effectivement, vous pouvez vous lancer directement dans la sous-location. Il ne faut pas de diplôme particulier, il faut pas par contre, ce que je vous conseille, c'est, de vous documenter, de vous former gratuitement ou de façon payante. Ça, c'est pas un problème, mais en tout cas de vous documenter. Parce que dès que vous partez dans l'entrepreneuriat et qui plus est là dans la sous-location, on est face à beaucoup de ce que j'appelle souvent, il y a plusieurs codes juridiques qui s'imbriquent et il faut quand même les maîtriser, pour pas faire n'importe quoi. Après, une fois que vous les maîtrisez, c'est pas très compliqué, mais il faut quand même les maîtriser pour pas partir, droit dans le mur et faire une bêtise. Mais sur YouTube ou même partout, il y a beaucoup de documentation maintenant liée à la sous-location et je vous conseille quand même de vous documenter avant. Top. Qu'est-ce qui, tu penses, a fait la différence pour toi en location saisonnière et en sous-loc? Qu'est-ce qui a fait, est-ce que tu identifies des points clés qui ont fait que ça a bien marché pour toi? Tu parlais tout à l'heure du fait d'avoir bien su passer à l'action. Est-ce que tu vois d'autres points clés ou alors qu'est-ce qui fait que tu as des astuces pour avoir le courage de passer à l'action comme ça c'est pas le cas de tout le monde, tu vois. Alors moi, c'est vrai que j'ai un tempérament où je passe, souvent à l'action. Je pars du principe que si je suis une formation ou que si, je lis des choses qui m'intéressent, j'ai plutôt ce tempérament à vouloir tester. Ce qui a fait que dans la location courte durée, par exemple, j'ai réussi, c'est que j'ai incrémenté énormément de choses que j'ai apprises. J'ai surtout appris que voilà, faire de la location courte durée, si on voulait que ça fonctionne, il fallait un peu professionnaliser tout ça
et c'était pas juste mettre une annonce sur Airbnb et attendre que les réservations tombent. Donc, je me suis, vraiment documenté là-dessus et je me documente encore tous les jours là-dessus parce qu'en plus la location courte durée, c'est quelque chose qui est assez, récent dans le temps et qui évolue, rapidement. Les plateformes évoluent, tous les jours, les besoins des personnes, les mœurs dans la location courte durée ont évolué entre 2017 et aujourd'hui. Donc, je mets beaucoup de choses en place, mais des choses toutes simples. Par exemple, moi je fais passer un photographe professionnel, pour avoir des photos, voilà, parce qu'on achète avec les yeux. Après, il faut savoir que le triptyque dans une location courte durée, c'est justement la description, le prix et les photos. Donc, la description, le prix et les photos, eh ben, c'est trois choses sur lesquelles je travaille beaucoup, c'est-à-dire ben, l'ordre des photos, qu'est-ce que je vais prendre en photo, le prix, ben, je fais très attention justement à ce que le prix corresponde au marché pour que ça se loue correctement. Et, ensuite, par rapport à la description, bah, je détaille un maximum d'informations parce qu'en fait, les gens voilà, achètent grâce à ce triptyque. Et après, bah, il y a les avis clients qui s'y rajoutent et qui permettent d'augmenter tout ça. Ensuite, derrière, il faut aussi se poser la question, en fonction du marché dans lequel on est, ce qu'on vise, quel type de bien on va acheter ou sous-louer pour faire ça. Enfin voilà, il y a vraiment énormément de choses à vérifier, à checker pour que ça marche correctement. Une fois qu'on a checké toute cette checklist, justement, après, c'est comme un business en fait, hein. Une fois qu'on a fait son étude de marché, eh ben, on peut se lancer. Mais c'est vrai que, après, c'est comme tout, hein, je passe à l'action, donc j'ai aussi fait des erreurs, hein. Il y a des biens que j'ai achetés pour faire de la location courte durée ou que j'ai sous-loué qui finalement correspondent plus au marché. Donc, bah, j'arbitre mon patrimoine et à l'inverse, d'autres qui marchent très très bien. Mais l'idée, voilà, il ne faut pas avoir peur de passer à l'action. C'est sûr, quand on va passer à l'action, on va faire des erreurs, mais ça, c'est comme tout apprentissage, hein, vous allez faire des erreurs. Par contre, il faut baliser tout ça en mesurant le risque que vous prenez sur chacune des choses. C'est vrai que là, bon, voilà, on dit j'ai 35 appartements sous location, j'ai 8 biens qui m'appartiennent, plus ma RP. Mais au tout début, quand j'ai commencé la location courte durée, j'avais qu'un seul bien. Je me suis exercé sur un seul bien. J'en ai fait un seul. J'ai exercé. Au début, je faisais l'entrée avec une remise de clé. J'ai vu que ça devenait chronophage. J'ai automatisé ça. Enfin voilà, j'ai mis plein de choses au fur et à mesure en fonction bah, de mes apprentissages, en fonction de mes erreurs et aussi en fonction des mœurs et des évolutions de la location courte durée. Ce qui est vraiment important, malgré que vous ayez suivi une formation ou autre, c'est toujours de se mettre à jour et de suivre ce qui se passe parce que dans l'investissement immobilier ou dans la location courte durée au sens large, ça évolue très vite et il faut vraiment se documenter pour justement être toujours à jour et que ça se passe au mieux. Après, ce que je voulais juste rajouter, ça c'est important, si vous décidez d'investir dans l'immobilier et notamment pour faire de la location courte durée, c'est très important à ce que votre bien soit, rentable, alors même qu'il ne serait pas loué en location de courte durée. C'est-à-dire qu'il puisse être loué à l'année, meublé par exemple, et qu'à ce moment-là, il soit rentable. S'il est rentable à ce moment-là, vous pouvez faire de la location courte durée, c'est la cerise sur le gâteau. Mais surtout, prenez pas un bien, juste en disant: «Voilà, c'est rentable à 10 ou 11 en location courte durée», parce que le jour où, bah, comme il y a pu avoir en mars 2020, l'économie s'arrête et puis il n'y a plus de touristes, d'un seul coup, il faut pouvoir se retourner. Et moi, par exemple, j'ai pu me retourner convenablement en louant pendant 3 mois en meublé classique et tout était autofinancé à minima. Donc, soyez très attentifs lorsque vous investissez dans l'immobilier à avoir des garde-fous. Et ça, c'est un des garde-fous importants. Moi qui coach beaucoup de personnes, j'ai beaucoup de personnes qui, justement, ont pris des biens qui étaient seulement rentables en location courte durée, non pas lorsqu'ils sont loués à l'année en nu ou en meublé, et se sont mis dans des graves difficultés. Donc, c'est important de passer à l'action, mais attention à ne pas mettre la charrue avant les bœufs et de bien contrôler chaque étape. Mm. Top. Il y a peut-être une question aussi que les gens vont se poser, c'est quand on devient sous-loueur comme ça avec plusieurs appartements, quelles sont les différences et les points communs avec de la conciergerie? Alors, ce qu'il faut savoir lorsqu'on fait de la conciergerie ou de la location ou de la sous-location, il est possible de faire ça dans la même entité, dans la même société notamment. Pourquoi? Parce qu'il y a des points communs. Les gros points communs, c'est par exemple, tout ce qui est lié à la logistique, tout ce qui est lié aux dames de ménage avec qui vous allez travailler, tout ce qui est lié au stockage, du linge ou du partenariat que vous pouvez avoir avec des blanchisseries.
tout ce qui est lié à l'automatisation des annonces ou l'optimisation des annonces, ça, que vous fassiez de la conciergerie ou de la sous-location, vous allez pouvoir le faire dans la même entité. Une dame de ménage, lorsqu'elle va aller faire un ménage pour une sous-location ou pour un bien que vous avez en conciergerie, elle ne va même pas le savoir, elle ne va pas voir la différence. Mais vous, votre structure est déjà faite, donc vous pouvez lier les deux sans aucun problème. Après, si vraiment dans l'avenir, une des deux activités prend vraiment le dessus, dans ces cas-là, je vous conseillerais peut-être de dissocier ces deux activités. Pourquoi? Parce que la conciergerie, au bout d'un moment, si vous dépassez un certain seuil, il va être assujetti à la TVA vu que vous faites de la prestation de service, alors que la sous-location, tant que vous ne faites pas d'activité para-hôtelière, elle ne sera pas assujettie à la TVA. Donc, pour ne pas que ça devienne une usine à gaz, il sera peut-être intéressant, dans ces cas-là, de séparer les deux entités. Mais au début, lorsque vous lancez dans une activité, vous n'allez pas créer deux entités qui vont vous coûter de l'argent, alors vous pouvez tout faire dans la même entité. Et après, vous créez, et puis après, soit vous développez les deux branches, soit il y en a une qui va prendre le dessus. Mais si vraiment une prend le dessus, il faudra peut-être créer deux entités. Ensuite, donc les grandes différences, ben déjà ça c'est une des différences, c'est-à-dire qu'il y a une des activités qui sera assujettie à la TVA et l'autre non par la suite. Et ensuite, ce qui est vraiment important à savoir, c'est la prise de risque au début. Lorsque vous allez faire de la conciergerie, il y a très peu de risques au début. C'est-à-dire que logiquement, vous n'avez pas de prêt, vous avez pas de prêt à mettre en place. Vous avez, si la location courte durée s'arrête du jour au lendemain, bah, vous n'êtes pas engagé avec des baux comme en sous-location, vous n'avez pas mis des cautions en place, etc. Donc la prise de risque est plus faible. Mais par contre, le gain est aussi plus faible. Souvent, ce que je dis, alors ça, c'est des moyennes, hein, tout dépend toujours des biens que vous allez prendre en conciergerie ou des biens que vous allez prendre en sous-location. Mais en conciergerie, vous allez vous faire entre 150 et 350 euros par mois par appartement en bénéfice, je parle, hein, une fois que vous avez tout, parce que vous allez devoir payer vos dames de ménage, vous allez devoir créer votre site internet, etc. Tout ça, c'est des charges qu'il va falloir prendre en compte. Et en sous-location, là, il y a une prise de risque un peu plus importante parce que vous allez vous engager via un bail, même s'il y a une certaine flexibilité parce que derrière, on peut faire des préavis. Vous allez donner un mois, voire 2 mois de caution. Vous allez payer un loyer. Il y a des frais plus élevés au démarrage, mais avec un gain potentiel plus important. Souvent, on part entre 350 et 500, voire 600 euros de bénéfices par mois par appartement. Donc, en fait, les deux sont très bien parce qu'il y a des points positifs et les deux ont aussi des points négatifs. C'est d'un côté, il y a une prise de risque plus importante sur la sous-loc que sur de la conciergerie, mais sur la conciergerie, il y a un gain plus faible et surtout des comptes à rendre à des clients. Donc, il faut surtout avoir en tête que d'un côté, vous êtes un prestataire de service quand vous faites de la conciergerie et lorsque vous faites de la sous-location, ben voilà, vous êtes tout seul avec vos propriétaires et votre propre structure. Donc après, ça dépend aussi de votre tempérament et un peu si dans votre relation clientèle, vous vous sentez à l'aise ou pas. Parce qu'effectivement, en conciergerie, les clients, et à juste titre, les propriétaires sont de plus en plus exigeants, ils payent un service. Et donc, vous avez aussi des comptes à rendre. Et ça, il faut savoir l'organiser. Parce que vous allez avoir des comptes à rendre à vos voyageurs et des comptes à rendre à vos propriétaires. Alors que lorsque vous faites de la sous-location, les seuls comptes à rendre, c'est à vos voyageurs et à votre équipe. Vous n'avez pas de propriétaire à qui à rendre des comptes parce que le seul compte à rendre à ces propriétaires, c'est de les payer tous les mois par rapport au bail qu'on a convenu. Et eux se préoccupent même pas du bien. Eux, ils veulent juste que tous les mois, il y ait le loyer qui a été convenu ensemble. Donc, il y a des avantages et des inconvénients de chaque côté. Je pense que si vous voulez commencer, faites tout dans la même structure. C'est tout à fait faisable. Et après, testez les deux. Et si vous vous sentez plus à l'aise sur l'un ou sur l'autre, ben, développez vraiment cette activité. Mais je connais des personnes qui ont développé ces deux activités en parallèle fortement. Moi, j'ai voulu le faire, mais je m'étais associé sur la partie conciergerie avec un associé. Et ça a duré un an, un peu plus d'un an, mais après on ne s'entendait plus, donc j'ai arrêté de m'associer. Donc j'ai revendu ses parts à mon associé. Mais à la base, j'étais parti pour ça. Mais donc là, maintenant, je me suis reconcentré uniquement sur la sous-location où je me sens beaucoup plus à l'aise dedans. Mais c'est pour ça, je reviens toujours à ce que je dis tout à l'heure, hein. Euh, Savoir le pourquoi vous faites ça, connaître vos points forts, vos points faibles, pour au-delà de connaître les risques de la sous-location ou de la conciergerie, savoir où vous allez vous sentir le plus à l'aise. Après, c'est vrai que quand on est concierge, conciergerie, on a moins de temps à passer
défendre la qualité du travail auprès des propriétaires, ça c'est sûr. Maintenant, est-ce que tu ne penses pas qu'en sous-loc, il y a quand même plus de temps à passer à la prospection? Parce que prospecter quand on est en conciergerie, c'est un brin plus facile que prospecter quand on est sous-loueur, non? Alors, je pense que sur la prospection, soit on va passer le temps, je pense qu'il est similaire, c'est surtout réussir à convaincre les Ouais, c'est personnes. ça. C'est-à-dire que Ouais, pour convaincre effectivement des propriétaires en sous-location, c'est plus difficile que de convaincre des propriétaires qui viennent vous voir ou que vous allez prospecter pour de la conciergerie. Donc effectivement, là, c'est le nerf de la guerre dans la sous-location, c'est de connaître exactement les argumentaires à proposer à vos propriétaires pour qu'ils s'engagent avec vous pour faire de la sous-location. Qu'est-ce que souhaite un propriétaire? Qu'est-ce que souhaite un bailleur? Il souhaite que son bien soit correctement entretenu et qu'il ait la garantie d'être payé. Donc, ce qui est important lorsque vous faites de la sous-location et que vous allez voir des propriétaires, c'est de les convaincre sur ces deux points-là. Donc, sur la partie garantie d'être payé, voilà, dire simplement, voilà, nous on est une société, on ne signe pas ensemble de bail d'habitation. Donc, comme on ne signe pas un bail d'habitation, il n'y a pas de trêve hivernale. Et si un jour il y a un impayé de la part de notre société, comme il y a une clause résolutoire dans le bail qu'on est en train de signer ensemble, le bail spécifique, au bout d'un mois, vous pouvez me foutre dehors et en plus m'attaquer au tribunal de commerce du secteur où j'aurai des comptes à vous rendre à ce moment-là. Mais ce qui est sûr, c'est qu'au bout d'un mois, vous allez récupérer votre bien et il n'y a pas d'histoire de trêve hivernale ou autre. Donc là, c'est une garantie pour lui. Qui plus est, tous les 3 mois, je peux vous envoyer à Cabis pour vous prouver de la bonne santé de notre entreprise, alors une personne qui vient pour louer votre appartement via un bail d'habitation, il vous donne tous des justificatifs au début, mais si dans 6 mois il perd son travail, vous n'allez jamais le savoir, et c'est donc une prise de risque un peu plus importante. Pour tout ce qui est la garantie de bien entretenir le bien, souvent, moi, je leur donne les liens de mes annonces. Vous allez sur Airbnb, vous allez sur Booking, en temps réel, vous allez voir les commentaires des clients. Donc, vous allez voir qu'on entretient bien votre bien. Alors que si vous faites de la location classique, vous ne pourrez pas suivre ce qui se passe dans votre habitation. Vous le verrez qu'à la fin, lorsque vous allez récupérer les clés. Donc ça, c'est important. Et qui plus est, dans le bail spécifique de sous-location, il y a une certaine flexibilité où dedans, il y a un préavis pour le bailleur et pour le loueur, enfin le preneur. Et donc, même lui, le bailleur, si à un moment donné, il considère que, je ne sais pas pourquoi, les avis sont pas assez bons ou il veut récupérer son bien, etc., euh, il respecte le préavis qu'on a mis dedans, sachant que le préavis peut être négociable, hein, ça peut être à partir d'un mois, ça peut être 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois. Et le propriétaire récupère son bien beaucoup plus facilement que dans un bail d'habitation. Donc, c'est beaucoup d'avantages pour lui. Ce qui est difficile, c'est oui, mais pourquoi on ne me l'a pas proposé avant? Pourquoi c'est tout nouveau? J'ai jamais entendu parler de ça, etc. C'est vrai, ça, c'est là où il faut convaincre. Alors, souvent, il faut essayer d'aller convaincre aussi des propriétaires qui sont eux-mêmes investisseurs. Souvent, des investisseurs, vous allez les convaincre plus facilement parce qu'ils vont comprendre la logique de ce que vous mettez en place. Donc moi, souvent, enfin pas souvent, mais au début, lorsque j'ai commencé, j'ai été dans des clubs affaires, des clubs business, parce que là, vous êtes avec des gens qui ont un certain pouvoir d'achat, qui ont des biens immobiliers, mais qui n'ont pas le temps de s'en occuper, mais qui ont cette fibre entrepreneuriale. Et lorsque vous leur expliquez le projet, ils comprennent assez rapidement. Alors qu'un particulier, lorsque vous allez, je dis pas que c'est pas faisable, hein, parce que je l'ai fait maintenant, mais au début, lorsque vous allez voir un particulier, lui, il va voir le fait, oui, vous allez profiter, c'est-à-dire que vous allez louer un bien, je sais pas, 700 euros par mois, et vous allez vous faire 2000 euros de chiffre d'affaires parce que vous allez louer un Airbnb. Donc, eux, ils vont pas comprendre la logique. Eux, ils vont percevoir ça comme vous allez gagner de l'argent sur mon dos. Alors qu'un entrepreneur, il va comprendre ça comme j'ai quelqu'un qui peut s'occuper de mon bien. Moi, j'ai une garantie tous les mois de loyer et être sûr qu'ils sont bien entretenus. Et lui, il fait son business, il gagne sa vie avec ça. Maintenant, c'est beaucoup plus facile pour moi. Maintenant, on vient me contacter. Pourquoi? Parce que maintenant, j'ai la preuve sociale. Bon, entre la chaîne YouTube, ça c'est une chose, mais surtout, je commence à me créer un réseau parce que j'ai investi dans 3 villes spécifiquement. Je me disperse pas. Et donc, c'est des gens qui viennent me contacter maintenant, des particuliers qui me contactent parce que ben voilà, du bouche à oreille et les gens comprennent tout l'intérêt qu'ils ont à passer par moi pour faire de la sous-location. Mais là, les tips que je vous ai donnés, c'est surtout lorsque vous commencez à aller chercher des investisseurs, des clubs business ou dans des clubs Airbnb, allez là-dedans. Et c'est là-dedans que vous allez pouvoir
prospecter plus facilement. Parce que là, vous allez avoir des gens face à vous, en tout cas une grande partie, qui sont ouverts et qui vont comprendre ce que vous êtes en train de faire. Si au début, vous allez sur le bon coin et juste chercher des particuliers, vous allez avoir beaucoup de refus. Ah, je sais pas si tu te rends compte, mais c'est des pépites que tu nous as données là. Ouais. C'est vrai, franchement, là, tu nous as donné toute une liste d'arguments. Franchement, si vous voulez devenir sous-loueur, vous êtes déjà sous-loueur, reprenez la vidéo en arrière, là, sur les 5-10 dernières minutes, et notez tous les arguments que Nicolas nous a donnés, parce qu'en fait, tu nous as étayé 3-4 arguments à donner aux propriétaires pour les convaincre. C'était hyper intéressant. On sent que tu as l'habitude de convaincre des propriétaires pour de la sous-loc et de leur présenter le truc. C'est Hyper sûr, c'est intéressant. sûr. Et puis l'argumentaire, c'est fait au fur et à mesure. Après, il faut pas se leurrer. C'est comme tout business, comme toute prospection, dans n'importe quel business, au début, c'est beaucoup plus dur que bah, par la suite. Donc au début, il ne faut pas se décourager lorsque vous allez avoir des refus, malgré que vous utilisiez par exemple l'argumentaire que je viens de donner. C'est normal, ça fait partie de tout business. Même si vous faisiez un autre business, vous seriez épicier, vendeur de voitures, etc. Au début, les gens sont réticents parce que vous n'avez pas de preuves sociales, etc. Et au fur et à mesure, le plus dur, c'est de convaincre les premiers clients, les premiers propriétaires. Une fois que euh, vous avez réussi à les convaincre, après, c'est beaucoup plus facile. Et comme je le disais, je te le partageais en off, mais moi, j'ai un propriétaire qui m'a appelé il y a 6-7 mois maintenant, qui m'a dit, moi, voilà, j'ai un terrain, je vais construire des maisonnettes dessus. Si vous voulez, on travaille ensemble. Vous me dites tout ce qu'il faut faire pour faire de la sous-location. Et moi, les 4 maisonnettes, c'est pour vous. Pourtant, c'est un particulier. C'est juste qu'il a entendu parler de moi. Il s'est dit, avec lui, je suis garanti, je ne veux pas trouver 4 locataires, j'en ai qu'un seul. Je suis sûr d'être payé tous les mois. Et en plus, il va entretenir mes biens. Donc, mais ça, voilà, moi, j'ai commencé en décembre 2019 la partie sous-location. Donc bah, voilà, ça se fait au fur et à mesure, toute la partie preuve sociale. Mais voilà, pour vous dire que par la suite, si vous faites les choses sérieusement, la partie prospection va prendre beaucoup moins de temps. Moi, je prospecte même plus hein, sur les parties sous-loc, c'est les gens qui me contactent. Et c'est même moi qui devient difficile, où j'arbitre mon patrimoine en sous-location, où il y a même un bien, là par exemple au mois de décembre 2021, que je vais arrêter parce qu'il n'est pas assez rentable à mon goût. Et donc, j'arbitre mon patrimoine enfin, en tout cas, pas mon patrimoine, mais la partie sous-location de cette manière-là. Et voilà, tout ça pour vous dire qu'au début, c'est comme tout, il faudra ramer un peu. Et après, si vous faites bien les choses, ça va se passer correctement. Oui, et c'est vrai que cette posture-là, au-delà d'avoir une société qui fonctionne, à un moment donné, quand tu peux commencer à faire des choix, comme tu le disais, c'est aussi des choix qui prennent le soin d'augmenter encore la rentabilité de l'entreprise, parce que c'est vrai que tu en avais parlé sur les réseaux sociaux, on travaille pour tes appartements, Nicolas, et le fait que à un moment donné, tu puisses dire bah, ça oui, ça non, et que un client qui, par exemple, vient te voir en disant je vais faire tout ce que vous voulez, bah, par exemple, ce client-là, j'ai failli dire le type de bien. C'est des appartements sur lesquels, même d'un point de vue tarification, après, le gars, il a mis en place tout ce que tu lui as demandé. C'est l'idéal. Donc après, d'un point de vue tarification, c'est plus facile d'aller faire des choses qui sont ultra rentables pour toi, quoi. Donc, alors ça, c'est peut-être une seconde étape pour les gens qui se lancent. Mais il faut savoir qu'à un moment donné, on peut arriver là, ouais. Et tu as raison d'en parler. Je sais que tu es coach, tu en as parlé un peu. Tu coaches des loueurs saisonniers qui veulent apprendre à automatiser comme toi. Est-ce que tu as vu des erreurs que tu peux partager aux gens pour leur permettre d'éviter de faire ça? Est-ce que tu vois je sais pas, des choses qu'il faut éviter? Alors effectivement, j'aide beaucoup de personnes à automatiser ou à optimiser leur location courte durée. Et c'est vrai qu'au quotidien, je vois bah, des personnes qui font des erreurs et des erreurs que j'ai faites. Hein. Donc, il y a pas de, je ne pointe pas du doigt, hein, mais des erreurs. Par exemple, des gens, voilà, comme je disais tout à l'heure, qui vont dire, bah, moi j'ai un bel appareil photo, donc je vais prendre les photos moi-même, parce que j'ai un iPhone 10 ou un iPhone 12, je vais prendre des belles photos. Ok, tu as un bel appareil photo. Par contre, tu n'es pas photographe. Donc, ce qui fait que les photos que tu mets en place sur Airbnb ou sur Booking,
ne mettent pas en avant comme il le faut ton bien. C'est pas assez lumineux, tu prends des photos au format portrait alors qu'il faut prendre que des photos au format paysage. Airbnb Booking te laisse la possibilité d'avoir au format paysage, tu mets au format portrait. C'est tout ça. En plus, les photos, tout ce que tu mets dessus, il y a plein de choses où il faut essayer d'épurer les photos. C'est-à-dire qu'il faut tout ce qui est poubelle, sachet poubelle, etc. Ça, il faut l'enlever lorsque vous faites les photos pour le marketing et donc pour mettre sur vos annonces. Et à l'inverse, faire vivre ces photos en mettant par exemple en place un petit déjeuner sur la table, en mettant en place une bouteille de vin sur la table, etc. pour donner de l'émotion et donner envie. Pourquoi? Parce qu'on achète avec les yeux. C'est comme lorsque vous allez sur Amazon ou autre, lorsque vous achetez un produit, vous achetez avec les yeux. Donc si les photos, elles sont déjà pas de qualité, vous vous dites inconsciemment, même si c'est pas vrai, le produit sera pas de qualité. Bah, les gens pensent la même chose lorsqu'ils vont sur Airbnb. Si les photos sont pas de qualité, on pensait que le produit n'est pas de qualité. Alors que c'est peut-être faux. Mais ça, c'est la première chose à mettre en place. Deuxièmement, j'ai des gens, pareil, sur Airbnb qui vont pas, ou même sur Booking, qui vont pas remplir l'ensemble de leur annonce. C'est-à-dire que sur Airbnb, il y a énormément de choses, il y a des choses obligatoires et des choses facultatives à remplir. Si vous faites que les choses obligatoires, déjà l'algorithme d'Airbnb va considérer que l'annonce n'est pas complète, elle ne sera pas mise en avant comme elle pourrait l'être. Donc déjà, il faut remplir l'ensemble des éléments. Pareil, sur Booking, il y a des pastilles rouges quand vous remplissez pas correctement vos annonces. Pareil, il faut tout remplir. Au plus vous donnez d'éléments à l'algorithme de Booking et d'Airbnb, alors il n'y a pas que ça, mais c'est un des facteurs qui permet aussi de mettre en avant votre annonce. Et pareil, les voyageurs, ça leur permet d'avoir le maximum d'informations. Ce serait dommage parce qu'on a oublié de mettre qu'il y a un lave-vaisselle ou une machine à laver dans l'appartement et que cette personne-là a mis ça dans ses filtres, ben, que votre annonce n'apparaisse pas. Donc souvent, moi je le vois quand je fais les coachings, souvent ils me disent oui, j'arrive pas à bien louer sur Airbnb Booking. Première chose que je leur dis, c'est on va voir ton annonce ensemble. Et donc, je regarde le triptyque, hein, comme je disais, comme je te le disais tout à l'heure, le prix, les photos et la description. Et souvent, quand on fait le point, on s'aperçoit que soit que les photos ne sont pas de bonne qualité. Si elles sont de bonne qualité, on voit que dans la description, il manque énormément de choses. Par exemple, cette personne, elle a un parking, c'est pas indiqué. Donc, la personne, lorsqu'elle cherche un parking, elle met le filtre, son annonce n'apparaît pas. Voilà. Donc, des choses toutes bêtes. Pareil, on voit aussi des gens qui perdent du chiffre d'affaires parce que ils veulent casser les prix en disant moi, je veux que ça soit mon taux de remplissage soit élevé. Mais lorsque dans la location courte durée, il ne faut pas avoir la même logique qu'en location classique. Le but, c'est pas de louer le plus rapidement possible. C'est-à-dire que si là, actuellement, vous avez 3 mois d'avance ou 2 mois d'avance sur votre calendrier et que vous me dites que votre calendrier est plein, il y a un problème sur vos tarifs. C'est pas normal que votre bien soit plein à 3 mois d'avance. Donc c'est aussi. Mais moi, j'ai fait ces erreurs au début. Je me disais, ça me rassure. C'est loué, je suis tranquille, j'ai sûr d'avoir de l'argent à la fin du mois, je peux payer mes charges, mes crédits, etc. Mais bon, qui plus est, en plus maintenant avec le Covid, les gens veulent beaucoup de flexibilité, réservent beaucoup à la dernière minute, etc. Donc c'est normal que pour la semaine prochaine, il vous reste encore des dates de libre. Ça ne sert à rien de casser les prix. Les gens vont venir réserver au fur et à mesure. Donc ça, je l'ai appris à mes dépens. Je l'ai aussi appris avec toi vu que tu m'accompagnes sur cette partie-là. Et ça, c'est aussi des erreurs qui arrivent souvent. Pareil, une troisième erreur qui arrive souvent, c'est dans le référencement des annonces. Euh, Vous allez sur Airbnb, vous allez sur Booking, vous allez sur Google My Business, vous allez sur Expedia. Les gens ont le même appart, mais mettent 4 noms différents. Ce qui fait que l'algorithme Google, lui, comprend pas que c'est le même appartement. Ce qui fait qu'il faut savoir que les gens, ouais, vous le faites tous, lorsque vous cherchez des vacances, vous prenez le titre de l'hôtel ou le titre de l'appart, vous allez dans Google, vous faites un copier-coller et vous regardez les autres avis. Et si vous ne pouvez pas trouver moins cher à droite ou à gauche. Les gens, quand vous allez faire ça sur Airbnb, vont coller le titre dans Google. Lui, Google, il va pas comprendre que Booking, c'est la même annonce, que Expedia, c'est la même annonce. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas mis le même titre sur les annonces. Et vous allez voir un hôtel, l'hôtel Mercure du coin, il s'appelle de la même manière sur Expedia ou sur Booking. Il n'a pas deux noms différents. C'est pas hôtel avec vue mer d'un côté et l'autre côté, hôtel Mercure 4 étoiles. Il a le même nom. Pourquoi? Pour que justement les gens percutent rapidement que c'est le même hôtel ou le même appartement. Et pareil, que Google comprenne dans l'algorithme qu'il y a des mots-clés qui se répètent de façon récurrente sur des pages différentes et que c'est donc des mots-clés importants. Et donc, c'est comme ça qu'aussi que les choses ressortent. Donc, moi, ce que je conseille souvent, enfin, surtout aux gens, c'est de mettre le même nom sur Airbnb, Booking, Expedia, enfin, toutes les annonces où vous mettez votre annonce. Toutes les plateformes où vous mettez votre annonce, vous mettez bien le même nom pour que ça améliore le référencement et que les gens comprennent qu'on est sur le même appartement. Donc ça, c'est trois, quatre astuces très simples à mettre en place,
mais qui permettent déjà de surpasser ses concurrents. Et surtout aussi, si le dernier point, d'avoir des calendriers qui sont correctement synchronisés. Parce que ça, les plateformes détestent lorsqu'il y a soit des surbookings ou soit des calendriers qui ne sont pas mis à jour. Les plateformes détestent et vos voyageurs qui plus est aussi. Donc, c'est important de synchroniser vos calendriers. Donc, moi, je prends toujours l'utilisation d'un channel manager pour ça. Beaucoup de personnes me disent que pour un seul bien, ça vaut pas le coup. Moi, je vous dis que si, ça vaut le coup parce que ça permet de dormir sur les deux oreilles. La synchronisation se fait correctement et surtout, l'avantage d'un channel manager, c'est que ça permet d'automatiser un ensemble de choses derrière. Et donc, je vous conseille grandement de faire un channel manager maintenant, c'est à peine le prix d'une nuitée, voire moins, d'un de vos appartements. Donc, franchement, pour le prix d'une nuitée, je trouve ça dommage de vous enquiquiner tous les jours à synchroniser vos calendriers ou d'utiliser simplement le calendrier iCal que vous propose Airbnb Booking avec des sources d'erreurs importantes, parce que le iCal, ce n'est pas ce qu'on appelle une synchronisation à deux sens, c'est une synchronisation à un seul sens, donc il y a des risques d'erreur qui sont assez importantes, et je le vois encore quotidiennement, des gens qui me disent j'ai un surbooking, pourtant je suis en iCal, mais effectivement, le iCal, c'est pas fait pour avoir des synchronisations instantanées, et des personnes qui s'embêtent tous les jours à envoyer des messages à leurs voyageurs pour dire toujours la même chose. Quand vous allez, je reprends l'exemple d'Amazon, hein, mais quand vous allez sur Amazon ou quand vous louez un appartement ou un hôtel chez Ibis, vous recevez un message automatique tout de suite. Et pourtant, vous allez quand même là-bas ou vous allez quand même prendre le produit Amazon. Pourquoi? Parce que vous en fichez que ce soit une machine qui envoie ce message ou si c'est un être humain. Vous voulez juste avoir les informations par rapport à votre commande ou par rapport à votre réservation. Donc, c'est important d'automatiser un maximum de choses. Après, vos voyageurs vont sans doute vous poser des questions plus détaillées sur certaines choses. Là, vous pourrez répondre, ça, il n'y a pas de souci. Mais dans 95% des cas, la plupart des réponses seront dans vos messages automatiques. Donc, vous allez gagner énormément de temps. Et moi, je le vois au quotidien. Euh, Beaucoup de gens me disent oui, mais la qualité des notes, etc., va diminuer. Non, pas du tout. La qualité des notes diminue pas du tout parce que les gens que je cible sont des gens qui cherchent à rentrer justement en autonomie dans un bien et qui ne sont pas frustrés par l'automatisation. Et c'est marqué, moi, dans mon annonce, que l'entrée est en autonomie, automatisée, etc. Donc, les gens qui viennent dans mes appartements sont des gens qui sont sensibilisés à ça et qui souhaitent euh, pas spécialement rencontrer le propriétaire ou rencontrer des gens. Ils veulent par contre un bien pour se sentir comme à la maison et se sentir à l'aise. Par contre, des gens qui visent effectivement à chercher le contact humain ou autre, ils vont regarder certaines annonces plus spécifiques sur Airbnb ou chercher des maisons d'hôtes, etc. Je vous aurais pas dit ça en 2017 au début de mon aventure location courte durée, mais maintenant l'automatisation, l'entrée automatisée, les messages automatiques, etc., c'est rentré dans les mœurs et les gens justement pour beaucoup cherchent ça lorsqu'ils vont sur Airbnb. Voilà, c'est vraiment un des clients que vous devez cibler. Oui, tout à fait. J'ai entendu aussi, comme toi, des préjugés sur le fait d'automatiser notamment les arrivées. Et il y a aussi un point important que les gens oublient, les gens qui n'ont pas encore testé l'automatisation, le check-in autonome, en fait, peuvent se dire, ouais, mais quelle clientèle? Tu vois, ça va être quel type de clientèle qui va être intéressée par ça? Bah, au final, on oublie que la clientèle affaires, qui est une excellente clientèle, qu'on a vraiment envie de capter, bah, elle adore ça, justement, les arrivées autonomes, parce que le gars qui est commercial, il n'a pas envie de se casser la tête à retrouver quelqu'un, il ne sait pas à quelle heure il va arriver, il ne sait pas quand est-ce que son rendez-vous client va se terminer, ou la personne en formation, pareil. Et c'est des gens qui adorent l'arrivée autonome, et c'est pas forcément une clientèle particulièrement négative, quoi. C'est des gens qu'on a envie d'avoir dans nos appartes. Donc, ouais. Ah oui, non, mais c'est sûr. Si vous voulez cibler, enfin, pour les personnes qui ont peur d'avoir une certaine clientèle chez eux, c'est surtout sur le tarif qu'il faut jouer et, non pas, et justement ne pas brader les tarifs. Parce que lorsque vous bradez les tarifs, c'est là où effectivement vous pouvez avoir une clientèle qui vous met en difficulté et qui ne correspondent pas à vos attentes. Par contre, l'entrée automatisée, c'est pas là-dessus que vous allez filtrer ou non la clientèle. Et qui plus est, effectivement, l'entrée automatisée est de plus en plus recherchée par des personnes, même des touristes, hein. Moi, je le vois à Dijon, j'ai beaucoup de Néerlandais, par exemple, qui coupent la route en deux pour descendre dans le sud de la France. Ils savent pas à quelle heure ils vont arriver à Dijon. Ils me le disent tout de suite. Ils me disent, je ne sais pas, avec la route sur les bouchons, je vais peut-être arriver à 17 h comme à 22 h. Comment ça se passe l'entrée? Donc, je leur dis que l'entrée est automatisée et ça les rassure. Parce qu'ils disent, je ne vais pas être bloqué devant la porte, j'ai le code, je peux rentrer tranquillement avec ma petite famille et je n'ai pas à vous attendre pour la remise des clés. Donc c'est pour ça que je dis que c'est rentré dans les mœurs. Beaucoup de gens
sont intéressés par ça. Beaucoup de gens sont de plus en plus mobiles et ont besoin d'une certaine flexibilité pour rentrer dans les appartements ou dans les biens. Et voilà. Par contre, les gens qui recherchent vraiment le contact humain, vous inquiétez pas, ils vont chercher dans les lieux où ils auront ce contact humain, comme je vous disais tout à l'heure, les maisons d'hôtes ou dormir chez l'habitant, où là, effectivement, ils seront en contact avec les gens, mais ils le savent très bien. Ouais, c'est ça. Bon, je pense que là, tu nous as fait un bel état des lieux de ton expertise que tu as développée pendant toutes ces années. C'était hyper intéressant, tant sur la création de la société, la sous-location, même tes biens en location saisonnière, etc. Maintenant, la question qu'on se pose tous, je pense, je parle au nom des gens qui nous regardent, mais Nicolas, comment fais-tu pour faire ça, avoir fait tout ça pendant toutes ces années, en plus de ton CDI, sachant que bon, les gens ne le savent peut-être pas, mais moi je le sais parce qu'on se connaît un peu. Je veux dire, t'es pas un geek seul dans son appartement derrière son ordi, c'est-à-dire que tu as une femme, tu as des potes, tu étais en vacances avec un ami la semaine dernière, tu vois. Donc voilà, tu as une vie tout à fait normale et épanouie, une vie sociale, du coup une vie professionnelle et une vie de chef d'entreprise. Comment tu fais? Est-ce qu'il y a des clés qui ont fait que tu penses que ça a marché pour toi? Alors, une des clés, je reviens à ce que je disais initialement dans la vidéo, c'est je me rappelle toujours du pourquoi j'ai commencé au premier abord à investir dans l'immobilier et après à devenir entrepreneur, c'est-à-dire de me dégager du temps et d'avoir une certaine liberté. Donc moi, effectivement, tout ce que je crée autour de mon activité professionnelle principale, donc comme là mon investissement ou mon entrepreneuriat, derrière, je crée une structure qui peut tourner tout seul, qui doit tourner tout seul. Donc c'est pour ça que je le dis souvent. Moi, dans ma structure, dans ma société, j'ai trois piliers. La première, c'est bah, automatiser tout ce que je peux automatiser. Tout ce que je ne peux pas automatiser, je le délègue pour que justement, c'est pas à moi de travailler dans le business, mais si je travaille au-dessus du business, je puisse le piloter. Et troisièmement, je standardise un maximum de choses dans bah là, en l'occurrence, dans mes locations courtes durée. Alors, standardisation, ça ne veut pas dire que tout se ressemble, mais ça veut dire des choses toutes simples. Par exemple, toute ma vaisselle, c'est Ikea. Toutes mes machines à café, c'est Senseo. Pourquoi? Parce que si j'ai un problème, une vaisselle qui casse, etc., mon équipe ou moi-même, on ne va pas courir à droite, à gauche pour retrouver exactement la même vaisselle. On va chez Ikea, on sait qu'on va se retrouver, notre fournisseur va pouvoir nous donner tout ce qu'il faut. J'ai un problème avec une machine à café, je sais exactement où je l'ai acheté, je vais récupérer les pièces détachées là ou je rachète une Senseo directement. Et je ne vais pas m'embêter, pareil, lorsque je vais faire le réassort, c'est racheter des dosettes de café en me disant bah là c'est du Nespresso, là c'est Dolce Gusto, là c'est autre chose et galérer lorsqu'on va faire les courses. Donc tout ça fait qu'au fur et à mesure, on gagne énormément de temps et d'énergie. Alors effectivement, la délégation, souvent on me dit oui, mais ça fait perdre en marge et en rentabilité. C'est vrai, ça, on va pas se leurrer. Si je fais tout moi-même, je gagne en rentabilité et en marge. Par contre, j'ai plus de vie et effectivement, je deviens un geek. Et toute la journée, je passe des heures derrière sur mon ordi ou soit sur le terrain à gérer les choses. Le problème, c'est que dans ces cas-là, ça correspondrait plus à mon pourquoi. Mon pourquoi, c'est de créer une activité à côté qui va me permettre de me libérer du temps par la suite. Pourquoi? Parce que mon objectif, c'est un jour de quitter mon activité professionnelle que j'ai actuellement. Mais pour l'instant, je ne la quitte pas. Alors pourquoi je ne la quitte pas? Déjà pour plusieurs raisons. Première, j'aime toujours ce que je fais. Deuxièmement, j'ai une activité professionnelle qui me permet quand même d'avoir une facilité d'emprunter à la banque. C'est pour ça d'ailleurs que depuis 2017, j'ai réussi à acheter mes 8 biens pour faire de l'investissement locatif plus ma ARP. Donc ça, bah voilà, c'est un sacré avantage. Donc je le garde parce qu'il ne faut pas l'oublier, même si beaucoup de personnes vont vous vendre du rêve sur Internet ou sur YouTube. Lorsque vous allez devenir entrepreneur, vous allez sortir de toutes les cases des banques. Donc ça veut dire que pendant plusieurs années, ça va être compliqué, en tout cas tout seul, hormis si vous vous associez avec des gens, etc., de continuer à investir dans l'immobilier. Je ne dis pas que c'est impossible, tout est toujours possible, mais en tout cas, c'est difficile. C'est-à-dire que même si d'un seul coup, vous vous dites, bah, moi, j'arrive à me sortir 1500 euros ou 2000 euros de ma société de salaire tous les mois, alors sachant que si vous voulez sortir vos 1500 ou 2000 euros de salaire tous les mois, ce n'est pas 2000 euros qu'il faut de bénéfices dans une société, mais au moins le double, et surtout laisser de la trésorerie dans la société pour la protéger. Derrière, vous n'allez pas derrière devenir bankable facilement. La banque va vous dire, vous n'avez plus de CDI. Derrière, vous, là, vous venez de créer une société. Vous n'avez pas encore assez de bilan comptable. Vous êtes donc une personne à risque pour nous. On ne peut pas continuer à vous financer de cette manière-là. C'est
pour ça que lorsque j'entends sur Internet, tu peux te dégager un SMIC avec deux sous-locations, oui, c'est vrai, techniquement, ça fait 1 200 euros. Mais déjà, si je me sors ces 1 200 euros de cette société, ça fait plus 1 200 euros. Et si vous arrivez à la banque pour investir avec ça et faire du patrimoine, il y a de grandes chances qu'ils vous disent non. Donc voilà, c'est la réalité. Donc moi, c'est pour ça que je maintiens mon activité professionnelle à côté. Et dernièrement, l'avantage d'avoir une activité professionnelle à côté, ça m'oblige à faire ce que je l'ai dit au début, c'est-à-dire de créer une société qui puisse tourner tout seul. C'est-à-dire, moi, j'ai mon activité professionnelle et quand j'ai mon activité professionnelle, je ne pense pas à la sous-location, je ne pense pas à mon business, ça tourne tout seul parce que j'ai des gens qui sont là pour faire fonctionner les choses. Et justement, mon objectif, c'est le jour où je quitte mon activité professionnelle actuelle, c'est pas pour me recréer un deuxième métier. Sinon, bah, je garde mon métier actuellement et j'ai pas besoin de m'enquiquiner pour ça. Donc l'idée, c'est par contre, quand je vais quitter mon activité professionnelle, d'avoir encore plus de temps libre que j'ai actuellement et d'apporter justement cette plus-value que moi, je souhaite apporter, c'est-à-dire d'aider les gens, coacher les gens, etc. Ça, c'est vraiment la plus-value que je souhaite apporter parce que ça correspond à ma personnalité, ça correspond à mon pourquoi. Donc c'est vrai que si je reviens à ce que je disais tout à l'heure, réfléchissez toujours à pourquoi vous voulez faire ça. Après, il y a des gens, peut-être qu'ils ont une activité professionnelle très très difficile, qui veulent la quitter parce qu'ils sont dans le burn-out, ils sont en difficulté, etc. Et peut-être qu'ils vont avoir complètement un état d'esprit différent. Ils vont dire non, moi je veux rien déléguer, mais je veux au maximum tout faire tout seul parce que je sais que dans tous les cas, ça sera toujours mieux que ce que je vis actuellement. Et pourquoi pas? Il n'y a pas mieux ou moins bien. C'est juste réfléchir toujours à pourquoi vous faites ça pour justement. Pour ceux qui ne veulent pas se créer une deuxième activité, vous créez une deuxième activité et devenir esclave de la location courte durée, et ça serait une grave erreur. Ou à l'inverse, ceux qui veulent vraiment quitter leur activité professionnelle actuellement parce que ça devient très très difficile pour eux pour X raisons, bah dans ces cas-là, de développer ça, peut-être en déléguant un peu moins, mais par contre, il va falloir quand même automatiser et standardiser beaucoup de choses. Et c'est pour ça que lorsque je fais les coachings, c'est les premières choses que je demande, c'est voilà, demander à la personne de se présenter et d'expliquer le pourquoi, du comment elle veut mettre les choses en place. Et après, on personnalise justement l'accompagnement qu'on met en place en fonction du pourquoi de cette personne. Moi, l'idée, c'est pas que les gens fassent exactement à la virgule près ce que je fais. Moi, ça correspond à ma personnalité euh, et tout le monde n'a pas ma personnalité, et heureusement d'ailleurs. Alors, si Nicolas, si on veut te retrouver, qu'est-ce qu'on fait, où on va, dis-nous. Comment on peut te contacter, slash te regarder tes vidéos, suivre ce que tu fais, qu'est-ce que tu... Alors, pour suivre mes contenus, vous allez soit sur Instagram, soit sur YouTube, soit sur mon site internet, c'est automaticbnb.fr. Et donc là, vous allez avoir tous les trucs et astuces pour optimiser et automatiser votre location courte durée. Et si vous voulez me contacter personnellement, c'est sur contact@automaticbnb.fr. Donc, comme je le dis régulièrement, c'est moi qui réponds personnellement. Donc, peut-être vous allez m'envoyer un message aujourd'hui, je vais vous répondre que dans 10 jours parce qu'il n'y a personne d'autre qui répond à ma place. Et vu que je reçois beaucoup de mails et j'essaye d'apporter une réponse étayée à vos mails, ça peut prendre un certain temps, mais dans tous les cas, vous aurez une réponse. Donc, si vous voulez me contacter personnellement, c'est contact@automaticbnb.fr. Et si vous voulez suivre du contenu, bah, c'est sur YouTube, Instagram, page Facebook d'ailleurs aussi et mon site internet qui s'appelle tous automaticbnb.fr. Et si on a un propriétaire qui nous regarde et qui se dit, je confierais bien mon appart à Nicolas pour qu'il en fasse de la sous-loc, est-ce qu'il peut te contacter? Alors, il peut me contacter. Moi, comme je disais par contre au début, je le fais dans trois villes bien précises, enfin, dans trois secteurs bien précis. Donc, si cette personne est dans le secteur bien précis dans lequel je suis, ce sera avec grand plaisir. Si je ne suis pas dans le secteur dans lequel je suis, je pourrais toujours le mettre en relation s'il le souhaite, hein, avec d'autres personnes que je connais et qui pourraient correspondre un peu plus à son secteur. Mon objectif, c'est pas de partir dans tous les sens, justement, pour garder cette flexibilité et puis ce temps libre que j'ai. Parce que bah, pour avoir ce temps libre, comme je vous disais, j'ai une équipe derrière et mon équipe est sur des secteurs bien précis. Et moi, l'idée aussi, c'est de faire du travail de qualité. Donc, je ne vais pas dire oui à un propriétaire juste pour lui faire plaisir. Par contre, avec grand plaisir, je l'accompagnerai, je l'aiderai à trouver soit un autre sous-loueur ou à l'inverse, si c'est dans mon secteur. Je viendrai visiter le bien avec grand plaisir, je le rencontrerai avec grand plaisir. Et si on peut faire affaire, ce sera également avec grand plaisir.
Génial, super. Écoute, je mettrai tous les liens dont tu as parlé, donc le lien de ta chaîne YouTube, je mettrai ton email juste en dessous en barre d'infos. Comme ça, vous n'aurez plus qu'à cliquer si vous souhaitez vous abonner à la chaîne de Nicolas, qui est super intéressante, donc n'hésitez pas à aller voir ou lui écrire directement. Merci beaucoup, Nicolas, pour tout ce que tu nous as partagé. C'était hyper intéressant. Et ben encore merci à toi pour ton invitation. Et puis, comme je le dis à tous, ben, il faut juste passer à l'action maintenant. Top, super, c'est un bon mot de la fin. Si jamais, côté j'affiche complet, vous n'êtes pas encore dans notre groupe Facebook qui s'appelle Location saisonnière, prix et maximisation du chiffre d'affaires, je vous mettrai aussi le lien juste en dessous. Nicolas, il est aussi avec nous dans ce groupe-là, donc n'hésitez pas à nous retrouver. Et du coup, moi je dis déjà encore merci à Nicolas d'avoir été avec nous aujourd'hui et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.